Merci. Bonsoir, bonsoir. Merci de votre présence et de votre intérêt. S'immiscer dans une campagne électorale n'est pas ordinaire, c'est pas l'ordinaire, le rôle de l'Alliance israélite universelle. L'Alliance israélite universelle n'est pas un mouvement politique, c'est une institution à vocation éducative. L'Alliance israélite universelle a aussi une histoire, celle de sa création à la mi-temps du 19e siècle par ses pères fondateurs, celle de la rencontre entre les enseignements du judaïsme, ses valeurs, ses traditions, ses formes de réflexion, avec l'esprit de 1789. J'insiste sur 1789, pas particulièrement de 92, année de l'abolition de la royauté, pas de 93, avec l'établissement de la terreur robespierrienne, pas de 94 et les colonnes infernales du général Tourault qui ravagèrent cruellement la Vendée insurgée. 89, c'est l'année dont le premier acte de la Constituante fut la Déclaration universelle des droits de l'homme, en août, le 26 août exactement. Et par suite, dans la foulée, on pourrait dire aussi de 91, année au cours de laquelle fut accordée la citoyenneté aux Juifs de France comme un coup de tonnerre dans l'histoire européenne et l'histoire des populations juives. Hanté sur sa proclamation séminale et fondatrice, l'Alliance israélite universelle n'a eu de cesse, si elle avait à s'y exprimer, que de recommander aux populations juives de France de n'accorder leur suffrage qu'aux candidats de l'éventail des partis, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui s'inscrivent dans les principes de 89. Rien d'autre, rien de plus au-delà du côté de la politique française. Or cela, comme je viens de le dire, la mission focale de l'Alliance est l'éducation des enfants, des jeunes, des adultes. Parmi les œuvres éducatives, l'importance de la vérité des faits, comme des vérités de sens, occupe une place axiale. De même que l'importance du bien-dire en éthique du langage, comme un des effets de l'attention épistémologique dans le judaïsme à la signification des textes. Une éthique du bien-dire au plus juste, qui n'a rien à voir avec les arts rhétoriques de la persuasion de la tradition gréco-latine. Telle est aussi, ou devrait être, toute œuvre éducative. On sait bien que c'est jamais gagné, que le métier d'éducateur est un de ces métiers impossibles, avec d'ailleurs celui de la politique, selon ce qu'en disait Sigmund Freud. Un métier heureux, mais aussi parfois condamné aux désillusions. Ce préambule dit: l'actualité dans la cité commune française nous contraint de revenir sur un sujet sur lequel nous aurions préféré ne pas avoir à y retourner. Et cela, malgré ce que nous en voudrions, en intersection avec le France Gallo de la course électorale. C'est le motif de cette rencontre ce soir avec Laurent Joly. Avant de lui passer la parole, je voudrais préciser encore en introduction quelque chose. Puisqu'il s'agit inévitablement, quoi qu'on veuille, en arrière-fond de lui, je n'étais pas un fan d'Éric Zemmour, mais à le lire dans le journal ou à l'entendre à la télé, il m'arrivait de jubiler de certaines de ses saillies. Il avait le toupet de poser sur la table des questions que la pusillanimité des autres, à gauche comme à droite, esquivait, contournait, stigmatisait. Il y montrait des muscles de polémiste qui valaient bien pour l'agrément une de ces séances de cinéma où on s'identifie le temps du film à la capacité de cogner du héros. Mon intérêt n'allait pas plus loin, mais je ne peux pas dire que j'ai boudé ces moments de vignette. Avec sa candidature qui fait symptôme de ce que Gramsci, déjà dans les années 20, résumait de la situation en cours de son temps en Italie, des mauvaises réponses à de bonnes questions, mon attention, comme pour tous, fut convoquée. Alerté par ce dont la presse faisait écho, son doute sur l'innocence de Dreyfus, peut-être une manière de dog whistle, de sifflet de chien, comme on désigne les allusions cryptées, les clins d'œil complices, les appels du pied sous des apparences anodines, voire suaves, comme autant d'invites de ralliement, d'agrégation compacte et de mise en excitation extrémiste. Ces réflexions à l'emporte-pièce et très malvenues sur les enfants de Toulouse. Ces déclarations sur l'obligation de porter en France des prénoms français supposés de souche sémantique,
sa volonté d'abolir la loi Glefso, réprimant le racisme et l'antisémitisme, et bien sûr l'attribution à Vichy d'avoir voulu sauvegarder les juifs français, argument depuis toujours en défense et défausse des pétinistes. Je suis allé voir de plus près. Du côté du suicide français, son livre étalon de 2014, où se mettent en place tous les syntagmes idéologiques et dog whistle qu'il répète depuis comme un mantra ou comme une patte blanche. Sur l'idée principielle introduite dans le titre de l'ouvrage, pourquoi pas en effet? Ce pays a besoin de redécouvrir tout ce qu'il honore. Par exemple, déjà, de mon propre point de vue de philosophe, ses penseurs civilisationnels, Pascal, Montaigne, Baudin, la Boétie, les moralistes du XVIIe, les encyclopédistes du XVIIIe, les philosophes politiques du XXe, Tocqueville, Quinet, Constant, Bourgeois, bien insuffisamment présents et magnifiés dans la galerie de portraits des grands de la francité. Bref. Et puis, je suis tombé sur ça. Je vous lis. En cette même année, 1985, Claude Lanzmann imposait par le cinéma le mot Shoah qui remplaçait Holocauste, un mot hébreu à la place d'un vocable français, pour mieux enraciner le caractère à la fois unique et juif du génocide qui devint un élément central, parfois obsessionnel, de la psyché juive, faisant des juifs français une caste d'intouchables et du génocide la nouvelle religion obligatoire d'un pays déchristianisé. Waouh! D'abord, pour commencer, Holocauste, un mot français, du grec holos, entier, et kostos, brûlé. L'emploi pour nommer l'extermination est dû, avec Holocauste, à François Mauriac, puisé par lui chez Georges Sand. Mais c'est comme Éric, hein, un prénom français, c'est scandinave. Ou Gérard, c'est germanique. Ou bien Marie, c'est Myriam. Ou bien Hilaire, c'est Isaac. Enfin, déjà, il y a beaucoup de légèreté dans ça. Ensuite, plus gravement, c'est justement lui, ce mot Holocauste, qui est, si on suit son problème, c'est lui qui est un mot de référence religieuse, qui transforme en une offrande sacrificielle l'extermination de victimes qui n'avaient pas demandé à être offertes en sacrifice, d'où la répugnance à l'utiliser. Notre auteur aurait donc, dans sa logique, dû apprécier l'établissement du nom de Shoah, catastrophe, qui est dépourvu de signification incluse et exprime le silence après l'effet d'un cataclysme. Enfin, pour finir, il est curieux de noter qu'il récupère là, dans ce que je viens de citer, pour son bénéfice argumentatif, les propos intellectuellement abjects d'une hypothétique écolo et assurément pro-Hamas, comme chacun sait, Esther Benbassa, tenue dans Libération en 2000, dans une tribune titrée « La Shoah comme religion ». Elle y soutient que la Shoah est une religion séculière. Je vous en donne un extrait. La nouvelle religion séculière a besoin d'exégèse, comme l'ancienne. Livres, mémoires, témoignages, colloques, commémorations étoffent son contenu, lui donnent une assise. Ces entrepreneurs publics veillent sur son temple. À la pratique religieuse, au devoir du culte, se substitue l'incontournable devoir de mémoire. L'unicité de la Shoah est offensivement brandie, quitte à occulter d'autres génocides, âprement distingués de celui des Juifs. Elle joue un peu le rôle, dans cette nouvelle religion séculière, de l'élection du peuple juif dans la religion traditionnelle. Il faut oser l'écrire, hein, n'est-ce pas? De quel ressentiment et de quelle haine une telle syntaxe est le fruit. En tout cas, vous voyez, notre auteur fait son marché à de bien mauvais étals. Tout cela est bas de gamme, bas de plafond et vide d'âme. Et manifestement, l'éthique du langage, telle que Benjamin Gross ou Eliane Amado Lévy-Valency nous l'ont transmis, il ne l'a, lui, jamais rencontré. Mais encore, le paragraphe que je vous ai cité fait signe. On pense à l'historien allemand Ernst Nolte dans son ouvrage « La guerre civile européenne 1917-1945 ».
Un historien pour lequel cette grande figure de l'histoire française que fut François Furet eut d'abord une sympathie curieuse et qui recula, François Furet, d'effroi après avoir entendu de vive voix Nolte. Il est horrible ce type, conclut Furet. Mais il aurait pu s'en alerter et s'épargner cette déception rien qu'à la lecture de la préface que fit Nolte à l'édition française de son ouvrage. Comme un lapsus cognitif, en indicateur de vérité de là où il se tenait dans le monde, Nolte datait du 8 mai 45, date de la défaite de l'Allemagne, et non de janvier 33, date de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ce qu'il appelait la catastrophe nationale de l'Allemagne. Tout était dit en ramassé. La sortie de notre auteur sur la Shoah comme religion, dans son fond comme dans sa forme, est d'un même tabac. Elle signe où il a choisi de se tenir et à quoi nous devons génériquement nous attendre de lui. Il est donc temps, après cette incise, de revenir à ce qui est le travail du savoir, celui du temps incompressible de l'extraction des vérités de fait et de sens, et qui est notre objet premier, notre pilier de soutènement. Avec Laurent Joly, qui travaille depuis tant d'années sur les sujets qui nous préoccupent et avec lequel nous allons faire un point maintenant. Laurent Joly est historien, directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs livres et articles sur l'antisémitisme et la Shoah en France. Pour mener ses travaux, il se soutient d'une méthode de recherche historique identifiée sous le nom de micro-histoire avec son procédé original, le principe indiciaire. Il s'agit d'un courant de la recherche historique qui doit beaucoup aux historiens de l'école italienne Carlo Ginzburg et Giovanni Levi. Un courant qui ne se contente pas dans l'archivisme ordinaire, mais qui inclut la phénoménologie des comportements, l'immatériel des caractères des acteurs, et tient des œuvres littéraires et des œuvres d'art pour de possibles ressources épistémologiques, afin de dessiner la silhouette des objets de l'investigation. Elle ne met pas à l'écart les événements de faible indice et pourtant susceptibles de grande signification. Ce faisant, elle dépasse le positivisme historique et ses lacunes sui generis au bénéfice de la compréhension du réel, de ce qui s'est authentiquement passé. Le rendez-vous de ce soir se fera en écho des deux dernières parutions de Laurent Joly. L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, paru chez Flammarion dans la collection Champs Histoire, et la falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs, paru chez Grassi. Nous aborderons avec lui ce que furent les lois de Vichy et le statut des Juifs. Le rôle de Vichy dans les déportations sur la rafle du Veldiv et sur le fait que Vichy aurait protégé les Juifs de nationalité française. Le rôle de la résistance civile et de la simple solidarité de voisinage qui sont plus déterminantes dans la protection des Juifs en France que quoi que ce soit qui puisse être le fait de Vichy. Enfin, nous demanderons à Laurent de nous montrer les méthodes qu'il dit falsificatrices de Zemmour, que j'appellerais pour ma part arnaqueuses. Laurent, on va commencer. Merci, merci beaucoup Gérard, merci beaucoup Ariel Danan pour cette invitation. Et donc le premier point que nous voulions parler, Gérard, c'était la question du statut des Juifs. Oui. Comme vous le savez, Zemmour prétend sur la question avoir des lumières et dire, par exemple, deux choses. La première, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le statut des Juifs d'octobre 40 et la livraison des Juifs étrangers en 1942, donc pas de lien entre persécution et déportation. Et la deuxième chose qu'il mentionne, notamment dans Destin français, en 2018, en passant, il prétend découvrir un document auquel les historiens n'auraient pas prêté attention. Il dit, moi j'ai vu, bon, voilà, un document que je cite dans 3 bouquins et qui est connu de tout le monde. Enfin bref, ça c'est la méthode arnaqueuse, comme dirait Gérard, de Zemmour. Il prétend trouver comme idée nouvelle que en fait, Vichy a subi la pression des Allemands.
pour le statut des Juifs et que personne ne l'a vu à part lui. Alors, que valent de tels arguments? Et qu'est-ce qu'on peut en déduire, à la fois de la méthode de Zemmour, mais aussi pour revenir un peu sur les faits historiques tels qu'ils se sont produits? Aucun lien entre le statut des Juifs et les persécutions de l'été 42, c'est-à-dire les arrestations, les déportations. C'est bien évidemment un sophisme qui, comme toujours chez Zemmour, part d'un fait réel. C'est-à-dire que Zemmour n'invente pas, il part d'un fait, il le tord, il lui fait dire le contraire de ce qu'il signifie, il le détourne. Donc, évidemment, qu'en 1940, on ne sait pas qu'il va y avoir 1942. Quand Vichy, je dois rappeler très vite ce qui s'est passé. Vous savez, en 1940, la France a subi ce qui est sans doute la défaite la plus foudroyante, humiliante de son histoire. La France est à moitié occupée. Et on a donc un gouvernement du maréchal Pétain, qui à la fois veut gérer la situation, veut faire une révolution nationale, donc redresser le pays en revenant sur les principes de la République, mais veut aussi trouver sa place dans la nouvelle Europe, l'Europe dont on pense qu'elle va être durablement dominée par l'Allemagne. Et c'est ça qui amène le régime de Vichy à s'aligner en quelque sorte sur le modèle nazi, le modèle allemand, et de faire une loi raciale, le statut des Juifs. Le statut des Juifs d'octobre 40, il obéit à la fois à cette volonté d'adaptation politique, à l'ordre nouveau européen, mais aussi, bien sûr, ça obéit aussi à la tradition antisémite propre, c'est-à-dire la tradition anti-dreyfusarde, la tradition antisémite qui remonte à l'affaire Dreyfus. On ne veut plus de juifs dans l'armée, on ne veut plus de juifs dans l'enseignement, on ne veut plus de juifs dans la magistrature. Tout ça, c'est le statut des Juifs. Donc, vous voyez que le simplisme d'un Zemmour qui vous explique qu'il y a une pression allemande et que, voilà, oui, il y a une pression allemande, mais le statut des Juifs est un choix politique qui a été fait par Vichy sans aucune obligation. Voilà, il y avait le choix de ne pas le faire. Vichy l'a fait parce que Vichy était dans une logique antisémite propre, mais aussi d'adaptation, de volonté de collaborer. C'est les deux ressorts de la politique de Vichy. Alors, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer en 1942. Et l'objectif de Vichy, bien sûr, et ça, il n'y a pas un historien qui va dire le contraire, l'objectif de Vichy n'est pas, en 1940, de déporter des Juifs. Vichy veut faire des Juifs, et en particulier des Juifs français, une sous-catégorie de la population. Le statut des Juifs vise d'ailleurs principalement les Juifs français. Donc, mais en faisant une loi raciale, il est clair que Vichy s'inscrit d'emblée dans une perspective qui est celle de la politique nazie, telle que les nazis se la représentent en 1940. Donc on ne peut pas ignorer, même si on ne sait pas encore qu'il va y avoir l'assassinat systématique, on ne peut pas ignorer que les Allemands ont une politique déjà de déjudaïsation d'Europe, qu'on imagine de se débarrasser à terme des Juifs étant en Europe. Donc voilà, c'est la première étape, même si on ne sait pas mécaniquement, évidemment, ce qui va se passer. Donc vous voyez le sophisme qui consiste à nier tout lien entre les persécutions et la mise à mort. Il est certain qu'à partir du moment où vous faites une loi raciale, le choix que fait Vichy, et encore une fois que Vichy ne pouvait ne pas faire, et ben vous mettez en situation d'accepter de faire d'autres concessions et d'accepter d'autres demandes. C'est si vrai qu'à partir du moment où les Allemands voient que Vichy est disposé à persécuter les Juifs, avec le statut des Juifs, il y a le statut des Juifs, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une loi qui permet d'interner les Juifs étrangers. Donc là, on voit très bien que dans l'esprit de Vichy, ce sont des Juifs qui, à terme, devront être renvoyés dès 1941, dès le début de l'année 1941, quand les Allemands imaginent d'aller au-delà, de préparer d'autres étapes pour préparer la déjudaïsation de l'Europe, un refoulement des Juifs. Les Allemands demandent à Vichy de créer un commissariat général aux questions juives, et le gouvernement de Vichy va dire oui. Et ce commissariat général aux questions juives a comme projet, on est en mars 1941,
Et les dirigeants de Vichy sont mis au courant à ce moment-là de quelle est la teneur de la politique nazie. On va déporter l'ensemble des Juifs d'Europe. Donc voilà, Vichy est au courant de ça. Et comment réagissent les dirigeants de Vichy? Les dirigeants de Vichy réagissent de la façon suivante. Le chef du gouvernement de l'époque, l'amiral Darlan, dit c'est très bien, le commissariat général aux questions juives, ça va permettre de nous débarrasser des Juifs étrangers, mais aussi des naturalisés. Qu'ils partent, je ne demande pas mieux, dit l'amiral Darlan à l'époque. Xavier Vallat, le commissaire général aux questions juives, il a la même réaction. Les Allemands lui disent on va débarrasser l'Europe des Juifs. Xavier Vallat, le commissaire général aux questions juives, on va dire antisémite de tradition française, comment il réagit en disant c'est très bien, on va pouvoir se débarrasser des dizaines de milliers de Juifs étrangers qui se sont réfugiés chez nous, qui sont indésirables et dont on veut qu'ils partent. Donc voilà, la politique de Vichy, elle est assez simple à comprendre en fait. Elle est antisémite, elle vise à s'adapter à l'Europe allemande et elle vise, dans la mesure du possible, dans la mesure où les Allemands ont une politique qui vise à déporter massivement les Juifs d'Europe, à en profiter de ça pour se débarrasser du maximum de Juifs étrangers, apatrides, mais aussi les naturalisés, ces Français qu'on considère comme n'étant pas vraiment des Français. Voilà. Donc les faits historiques sont assez simples en fait à comprendre, et on voit bien que la logique d'action de Vichy, celle qui va avoir des conséquences criminelles à l'été 1942, on voit bien qu'elle est inscrite dans quelque chose qui relève véritablement du choix politique de Vichy. Alors, Gérard, oui. Non, je pensais à ce que tu disais. Je voulais rajouter que dans le statut des Juifs, concernant les Juifs français, comme tu as précisé, parce que le statut des Juifs, il y a les Juifs français, le statut des Juifs, puis il y a les Juifs étrangers. Dans le statut des Juifs, c'est-à-dire de les sortir de la socialité française. La socialité des appareils de décision, comme tu as dit, l'armée, les fonctionnaires, les enseignants, etc. Mais aussi la culture. Ils n'ont plus le droit d'être dans l'information, dans les journaux. Je crois qu'ils sont interdits de toute possibilité de rédaction dans les journaux selon les statuts donc des Juifs, à part la presse scientifique, une salutation. Ils ont le droit. Il y a 300 000 Juifs. Dans l'audiovisuel, dans le cinéma, ils n'ont plus le droit d'être scénaristes, ils n'ont plus le droit d'être directeurs de théâtre, ils n'ont plus le droit d'être auteurs de théâtre. Tout à fait, c'est-à-dire que ça, c'est la logique de Vichy. Les Juifs ne doivent plus avoir aucun poste d'influence. Donc ça va de la presse à l'enseignement, à plein de métiers. Mais en vérité, le statut des Juifs a un impact beaucoup plus fort parce que concrètement, il touche 3000 personnes. 3000 personnes perdent leur emploi à la suite du premier statut des Juifs d'octobre 1940. 3000 personnes, c'est un Juif sur 100. Il y a, que dis-je, oui, c'est ça, il y a 300 000, on considère qu'il y a à peu près 300 000 Juifs en France à l'époque. 170 000 à peu près sont recensés en zone occupée en application d'une ordonnance allemande. Le recensement des Juifs en 1941, c'est, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, je crois que c'est 180 000. Non, c'est pas 180 000. Enfin bref, au total, il y a 280 000 Juifs qui sont recensés entre le recensement de 40 et le recensement de 41. Donc je crois que le recensement de zone sud, ça doit être 110 000 personnes. Donc voilà, 280 000 personnes recensées. 3 000 personnes sont touchées par le statut des Juifs. Donc tu vois, c'est un Juif sur 100. Mais c'est symboliquement qu'ils sont véritablement mis au banc de la nation. C'est-à-dire qu'il y a dorénavant des Français, des étrangers, et puis il y a des Juifs. Ils sont au milieu. Et d'ailleurs, ça devient une catégorie pour l'administration, située entre l'étranger et le français. Voilà, c'est une catégorie nouvelle. Mais au-delà, c'est vraiment le point de départ d'une série de mesures, parce que au départ, les Allemands, ils ont leur propre politique en zone occupée. Eux, ils sont obsédés par des questions sécuritaires. Ils recensent les Juifs, ils marquent les magasins, ils commencent à spolier. Vichy a sa propre logique, qui est à la fois xénophobe, on interne les Juifs étrangers,
et on expulse les juifs français des professions à influence. Mais tout ça va converger à partir du printemps 41. À partir du moment où il y a le commissariat général aux questions juives, tu vas avoir une série de lois. C'est-à-dire que Xavier Vallat, le commissaire général aux questions juives, lui, il est obsédé à l'idée de fusionner les mesures allemandes des mesures françaises. Donc, il va y avoir là une déferlante législative avec un nouveau statut des Juifs, avec chaque profession va avoir finalement son propre statut, les dentistes, les médecins. Donc, c'est des milliers d'emplois qui vont être privés, qui vont être interdits aux Juifs, mais surtout, Vichy va prendre le relais des Allemands en matière de spoliation. Et là, ça va toucher véritablement tout le monde, avec y compris les comptes bancaires personnels que Vichy va même interdire aux Juifs. Donc, enfin plutôt bloquer avec un accès restreint aux comptes. Donc, on voit une politique d'exclusion, de persécution qui est massive de la part de Vichy et qui vise avant tout, bien sûr, les Juifs français, parce que ce sont eux qui ont des comptes bancaires, ce sont eux qui ont des professions à influence, ce sont eux qui majoritairement ont des entreprises, ont des commerces, plus que les Juifs étrangers. Et inévitablement, ça va les placer dans une situation de fragilité au moment où les Allemands arrêteront des Juifs, demanderont la livraison de Juifs. Donc on voit bien que toute la question du sauvetage des Juifs français n'a pas de sens. C'est un sophisme et c'est aussi un retournement de la vérité. Parce que ce qui se passe en 1942, c'est pas que Vichy a cherché à protéger les Juifs français pour cela à sacrifier les Juifs étrangers. C'est que Vichy a une politique propre qui vise à se débarrasser du maximum de Juifs étrangers. Et c'est justement parce que Vichy voulait se débarrasser des Juifs étrangers qu'au bout du compte, ça je survole un peu des étapes dont on va parler précisément, Gérard, mais c'est précisément pour cela qu'il y a eu plus de Juifs étrangers que de Juifs français qui ont été déportés. Donc, tu vois comment on renverse la réalité. Et ça, c'est les propos que tient Éric Zemmour, pour revenir à lui sur Vichy et les Juifs, c'est assez révélateur de sa manière intellectuelle de procéder, où on voit qu'il a une capacité à renverser en permanence la réalité. Les bourreaux sont les victimes. Vous voyez, on le voit là sur l'Ukraine, quoi. Finalement, il a repris les arguments de Poutine, qui sont des arguments typiques de l'agresseur. C'est pas moi l'agresseur, c'est moi qui suis agressé. Donc, cette inversion en permanence, les victimes sont les bourreaux, voilà, donc je trouve qu'il y a sur un peu tous les sujets la même manière de procéder. Oui, je voudrais qu'on revienne aussi vraiment à l'été 42, c'est-à-dire vraiment les conditions dans lesquelles se sont effectuées la rafle du Vel'd'Hir, comment elle a eu lieu, mais aussi ce à quoi, pas seulement d'un point de vue technique, mais je dirais d'un point de vue moral et politique, participait Vichy, parce que l'été 42, déjà, beaucoup de témoignages que tu as rapportés d'ailleurs, nous indiquent, selon le principe de l'histoire et du principe indiciel, nous indiquent qu'à Vichy et que dans le cercle dirigeant de Vichy, on savait très bien quelle était la destination de tous les Juifs qui étaient raflés et de tous les Juifs qui partaient en déportation. Ce n'est pas qu'on les envoyait à l'Est pour rebâtir un immense ghetto ou territoire agricole, on sait où, mais c'était bien une destination de mort. Je veux dire, en te lisant, je l'ai découvert grâce à toi d'ailleurs, après je vais aller regarder, mais parce que je vais toujours voir après l'indication pour être sûr que c'est bien ça. C'est toi qui m'as ouvert à ces découvertes-là. Il y a le journal de Paul Morand, par exemple, qui était 42, dans des entrées du 31 août, du 24 septembre, du 25 octobre, mentionne quant aux Juifs, je le cite, avec toi, il n'en reste presque plus. On dit à Vichy
couramment qu'ils ont été gazés dans leur baraquement. Alors, on voit qu'ils ne savent pas exactement quelle est la technique, mais on voit bien qu'ils savent bien quelle est la destination. On a les mêmes allusions de Benoît Méchain à la même époque. On a les témoignages que tu rapportes d'un agent, d'un officier des renseignements généraux, Louis Sadowski, en avril 42, c'est-à-dire avant, dans son rapport qui a été d'ailleurs présenté par toi dans sa publication, où est mentionné que dans des échanges qu'il avait avec des gestapistes, qu'était en cours la destruction complète et à jamais de la race juive, que dans le gouvernement général en Pologne, les Juifs ne vivent pas longtemps. Tout est explicite comme ça. Et une de tes collègues, Bénédicte Verget-Chaignon, rapportait des indications de même nature à partir du journal du chef du cabinet civil de Pétain, André Lavagne. Et il y a encore, alors je voudrais insister un peu là-dessus parce que c'est un personnage intéressant, et puis tu prends le relais. C'est le personnage de Jacques Truel, ministre plénipotentiaire de France à Bucarest, qui, en juin 41, avec le pogrom de Iași, juin 41, c'est-à-dire de façon concomitante, c'est une chose à quoi il faut toujours penser concernant l'extermination, qui est la concomitance de moments différents dans le processus d'extermination. Il y a les ghettos, il y a le statut des Juifs, et puis il y a déjà les exterminations ou les pogroms et les massacres de masse. En juin 41, il y a le pogrom de Iași, au cours duquel, je ne sais plus, environ 13 à 15 000 personnes vont être assassinées. Il y a les déportations en Transnistrie déjà, il y a le massacre des Juifs d'Odessa par les troupes d'Antonescu fin octobre 41. Il y a à peu près 44 000 Juifs assassinés en 10 jours à Odessa. Environ à l'été 41, dans ce coin de cette région de l'Europe, 110 000 Juifs sont exterminés. Il en informe le gouvernement français de Pétain. Il refusera l'ordre de Darlan de délivrer que aux Français non juifs et pas aux Juifs français un certificat d'arianité, lui considérant que c'était entré, je vais dire Jacques Truel, que c'était entré dans des distinctions qui étaient inadmissibles. Et il agira avec son collègue suisse auprès des autorités roumaines à la fin 42 afin qu'elles ne livrent pas les Juifs aux Allemands qui les réclament. Il était un pétiniste fidèle au commencement de Vichy, mais il est écœuré par tout ça. Il se rallie au gaullisme dès 1943. Par ailleurs, sa mémoire, elle est évoquée en ce moment dans le cadre d'une exposition sur les diplomates face à la Shoah, au mémorial de la Shoah. Donc, à l'été 42, dont je voudrais bien que tu nous reparles, et dans les détails aussi, de comment ça a fonctionné ou comment ça a dysfonctionné aussi. Les policiers qui arrêtent les Juifs ne savent pas quelle est la destination, mais le gouvernement qui leur enjoint de procéder aux arrestations, lui, il sait bien quelle est la destination. Alors, il sait bien, pas vraiment, mais disons qu'il ne peut pas ne pas deviner, comprendre que les Juifs ont peu de chances de survivre, voilà, et qui sont en tout cas extrêmement maltraités, et que de toute façon Hitler l'a annoncé publiquement. Les Juifs ne sortiront pas vivants de cette guerre. Voilà, donc il y a là très clairement, comme tu le dis bien, des indices qui vont dans ce sens. L'un des témoignages je trouve les plus significatifs, je n'ai pas pu voir la source parce que la source n'est plus accessible, hélas, mais Bénédicte Verret-Chaignon l'avait lu, c'est le journal du chef du cabinet civil dont tu as parlé, le chef du cabinet civil du maréchal Pétain, André Lavagne, à la date du 23 juillet 1942, c'est-à-dire une semaine, jour pour jour après la rafle du Veldiv. Dans son journal, il dit, voilà, les Juifs partent dans des wagons plombés, on ne leur donne pas d'eau, là il exagère, on leur donne quand même de l'eau, et les Allemands verront à l'arrivée ce qu'il reste de vivants. Donc voilà, il n'y a aucun doute. Vous voyez, là, c'est le chef de cabinet civil de Pétain. On ne peut pas être plus haut, plus informé que lui.
Donc, voilà, il y a peu de doute pour qui veut être honnête, et il se trouve qu'André Lavagne est un pétainiste honnête. Ce n'est pas le cas d'autres, Bousquet, Laval, eux, ils se mentent à eux-mêmes. Eux, vraiment, ils sont dans le mensonge délibéré. Tu connais, on en avait parlé, je crois, une fois, la comédie à laquelle se livre René Bousquet, donc le chef de la police de Vichy, quand des associations humanitaires américaines lui demandent si on peut envoyer aux États-Unis 500 enfants juifs, et il leur dit, mais moi je ne peux pas vous donner ces enfants parce que je ne sais pas si leurs parents qui ont été déportés, je n'ai pas la preuve qu'ils sont morts. Alors voilà, on essaie de lui faire comprendre qu'il ne faut quand même pas être complètement dupe, et Bousquet répond, bah, donnez-moi des certificats de décès. Voilà, donc il y a des gens qui ont fait le choix du cynisme le plus complet. D'ailleurs, Bousquet, c'est dans le journal de Paul Morand, se vante à la popote du régime de Vichy, du gouvernement, pardon, la popote à la cantine ministérielle, se vante, c'est fin août 42, d'avoir liquidé 13 000 juifs. J'ai liquidé 13 000 juifs, maintenant il faut qu'ils se tiennent tranquilles. Donc voilà, donc on a clairement là un cynisme assumé, une autre déclaration qu'il tient au général Goudounet. Le général Goudounet fait une intervention pour essayer de sauver, il est à la tête d'une association des engagés volontaires étrangers. Il y a des juifs évidemment engagés volontaires, et il essaie de les sauver. Et alors que Vichy les livre, Vichy ne protège même pas les juifs étrangers engagés volontaires. Et Bousquet lui dit nous savons très bien ce que nous faisons, l'avenir prouvera que nous avions raison. Donc, ce qui s'est passé à l'été 42 est là encore assez simple à comprendre quand on veut sortir des sophismes et des explications qui visent à justifier cette politique. Vichy, à l'été 1942, est convaincu encore que l'Allemagne va gagner la guerre, et que, pour citer Pierre Laval, encore une fois dans le journal de Paul Morand, 15 août 1942, nous avons tout à gagner à nous débarrasser, à nous aligner sur les Allemands, sur le problème juif. Nous avons tout à gagner. Et voilà, ça nous coûte peu de livrer des juifs étrangers. Les Allemands veulent 40 000 juifs, et ben on leur donne 40 000 juifs. On a tout à y gagner. D'une part, on satisfait les Allemands, et de l'autre, on se débarrasse de ces juifs indésirables, de ces étrangers qui sont venus chez nous, dont on ne veut plus. Voilà, c'est ça la politique de Vichy à l'été 1942. Donc présenter cette politique qui était, j'insiste là-dessus, évitable, c'est-à-dire que Vichy avait le choix de ne pas faire ça. Présenter cette politique-là comme une opération de sauvetage, de moindre mal, de pacte avec le diable, visant à protéger les Juifs français. Et évidemment, pour protéger les Juifs français, il faut leur livrer des Juifs étrangers. C'est comme ça, c'est triste, mais voilà, c'est véritablement un mensonge qui est insupportable parce qu'il est totalement contraire aux faits historiques, et y compris aux justifications des acteurs de l'époque, parce que Bousquet, Laval, ils auraient pu dire en privé, on fait ça pour protéger les... Ils ne le disent pas, ils assument complètement leur politique antisémite, en devenant d'ailleurs eux-mêmes antisémites. Et ça qui est frappant, c'est que et Laval et Bousquet ne sont pas des gens qui sont antisémites à la base, ce sont des gens qui viennent plutôt de la gauche, du centre-gauche, mais qui sont des opportunistes, des gens qui veulent le pouvoir à tout prix, et qui sont convaincus à ce moment-là que l'Allemagne va gagner la guerre et que l'intérêt de la France est de s'inscrire dans l'Europe nazie. C'est ça la réalité historique. Tout le reste, c'est véritablement du vent. Alors, je voudrais que tu continues un peu parce que, à propos de l'arabe du Veldiv, c'est-à-dire que, disons que le nombre de personnes qui devaient être raflées et déportées, le quota n'y est pas. Et tu évoques dans ton livre que c'est aussi parce que selon les endroits, les gens le faisaient plus ou moins volontairement, plus ou moins efficacement, ou plutôt avec des réticences. Et ça nous permettrait de passer dans un autre sujet, qui est un sujet très important, me semble-t-il, qui est celui de la résistance civile ou de la simple solidarité de voisinage, comme étant l'endroit où se trouve, et
ce qui n'est pas salué, ce qui aurait dû être salué. Si on veut saluer la France honorable, si on veut saluer la France sauveuse de juifs en France, c'est la France populaire. J'ai pensé à quand j'ai lu Zemmour, j'ai pensé à plusieurs personnages. J'ai pensé, par exemple, à Irène Nemirovsky, qui était une écrivain, parce qu'elle me fait penser dans son sort un peu à ce qui pourrait arriver à Zemmour dans sa folie. Elle est déportée en août 42, est morte à Auschwitz, mais elle avait d'abord gagné sa réputation en écrivant un roman paru en 29, assez un peu douteux, David Golder, pardon, et un livre qui avait fait les délices des antisémites et qui était savouré par eux. Elle aimait énormément la France, ce qui est bien légitime. Pour autant, elle n'échappa pas du tout aux lois anti-juives de Vichy. Elle écrivait dans Gringoire, le journal collabo et antisémite. Aucun de ses collègues journaleux ne leva le petit doigt pour elle. Elle fut baptisée avec son époux et ses 2 filles dans une chapelle à Sainte-Marie de Paris. Elle sollicita même directement Pétain en allant jusqu'à affirmer ne pas croire qu'on ne fasse pas la distinction, tu vois, ça renvoie à ce que tu disais, entre les indésirables et les étrangers honorables. Elle fut arrêtée le 13 juillet 1942 par 2 gendarmes français. Mais c'est une institutrice française, disait l'évêque, qui cachera ses filles et qui purent ainsi, elle, échapper à la déportation. Donc Irène Nemirovsky, c'est un peu un exemple de quelqu'un qui est rallié, fréquentant l'extrême droite, y compris antisémite, juive elle-même, qui n'échappe pas à la déportation. Les gens ne la protègent même pas, ses collègues, et c'est les enfants qui ne sont sauvés que par l'institutrice. Alors, voilà, pour moi, c'est assez emblématique de quelque chose, du mauvais sort dans lequel il se fourvoie. Tu pourrais développer un peu sur cette question-là de… Alors, ce qui se passe à l'été 42, c'est que, d'ailleurs, il y a une différence entre la province et Paris. Paris est un cas à part puisqu'on va arrêter les enfants à Paris, pas en province. Irène Nemirovsky peut laisser ses enfants. Voilà. À Paris, on ne peut pas laisser ses enfants, ou exceptionnellement. Ça, c'est un choix de Vichy, j'y reviendrai. Qu'est-ce qui se passe à l'été 42? Je vous l'ai dit, Laval, Bousquet, ils veulent collaborer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Laval est revenu au pouvoir en avril 42 avec cette feuille de route-là, collaborer. Et les Allemands exigent 40 000 juifs en âge de travailler. Donc ce sont des hommes et des femmes à partir de l'âge de 16 ans qui sont réclamés. Les Allemands, a priori, ne font pas de distinction entre Français et étrangers, même si, comme ils vont le faire en Belgique, comme ils vont le faire aux Pays-Bas, ils jugent plus habile de commencer par les étrangers, parce que voilà, il faut ménager la susceptibilité des populations locales. Donc, on conseille de prendre d'abord les étrangers, même si pour la Gestapo, évidemment, il n'y a pas de différence entre Français et étrangers. Et là, Vichy avait plusieurs possibilités. Vichy aurait pu dire bon, bah, écoutez, on ne peut pas vous livrer des hommes, des femmes en âge de travailler même. Enfin voilà, il y a des enfants aussi que les Allemands veulent déporter plus tard. Donc tout ça est quand même assez louche. On prend les parents, puis on prévoit de prendre les enfants 5-6 semaines plus tard. Bon, il y a quand même là quelque chose qui est contraire à toutes les règles, qui est contraire à la Convention d'armistice, qui est contraire à la Convention de La Haye. Donc Vichy avait tous les outils du droit pour s'y opposer. Alors, évidemment, Zemmour va vous dire, ben voyons, c'est l'occupant fait ce qu'il veut, machin, comme en Pologne, machin. Bon, pas du tout, l'occupant ne fait pas ce qu'il veut. Là-dessus, je pourrais développer, mais il ne fait pas ce qu'il veut, et donc il est obligé de négocier. La preuve, il est obligé de négocier avec Vichy pour pouvoir arrêter des Juifs. Donc, le problème, c'est que Vichy ne veut pas faire du droit. Vichy n'est pas dans une logique, comme va le faire par exemple le maire de Bruxelles, qui est un cas que je cite souvent, qui va s'opposer, et alors même que la Belgique est entièrement occupée. Je pourrais citer aussi le cas du Danemark, entièrement occupé, gouvernement qui collabore.
et le maire de Bruxelles, le gouvernement danois vont pouvoir s'opposer aux exigences allemandes. Le gouvernement de Vichy n'est pas dans une logique d'opposition parce que, je répète, il faut toujours le répéter, Vichy a une logique de collaboration et Vichy a une logique antisémite. Donc l'accord qui est trouvé, Bousquet dit aux Allemands, je vais vous donner le nombre de juifs étrangers que vous voulez. Ça, le nombre de juifs étrangers, c'est le nombre que vous désirez, on vous les donnera. Vous en voulez 40 000, on va vous en donner 40 000. Voilà, ça, c'est la proposition de Bousquet. En échange, vous nous laissez faire. C'est-à-dire que c'est la police française qui intervient. C'est la police française qui agit. Les Allemands, de toute façon, n'ont pas assez de force de l'ordre. Et la ségrégation des Juifs n'est pas assez aboutie en France. En France, tu le rappelais tout à l'heure, Gérard, qui est un vieil État républicain, on n'a pas pu, la Gestapo n'a pas pu faire à Paris ce qu'elle a pu faire à Amsterdam, ce qu'elle a pu faire à Bruxelles, ce qu'elle a pu faire à Anvers, c'est-à-dire de vraiment presque, enfin spatialement même, ghettoiser les Juifs, les mettre vraiment à l'écart du reste de la société. On n'a pas pu faire ça. L'association juive obligatoire, l'UJIF, ce n'est pas véritablement un Judenrat. Elle n'a pas les outils qu'on peut voir ailleurs. Donc, les Juifs ne sont pas à l'écart de la société non juive. Ils sont restés aux mêmes adresses qu'ils étaient avant-guerre. On n'a pas ça, on n'a pas de policiers allemands pour les arrêter. Donc, en France, ça c'est vraiment un cas tout à fait unique, on est obligé, en plus avec Bousquet qui vend les services de sa police, qui dit voilà, ma police elle a des défauts, mais elle a aussi des qualités, elle est professionnelle, elle connaît bien le travail. Donc, en France, ce sont des agents ordinaires de l'État qui vont arrêter des Juifs. Ça, on voit ça nulle part ailleurs. Et donc, du coup, ça va faire qu'on va se fier à cette police, mais qu'on ne va pas pouvoir obtenir de ces agents voilà, une efficacité pleine parce qu'ils vont prévenir, parce que le jour des arrestations, ils vont parfois avoir pitié des gens, donc ils vont dire qu'on va revenir, on revient dans 3 heures, donc on revient dans 3 heures, ça veut dire préparez vos valises et foutez le camp. Voilà, ce qui fait que dès la première grande opération, la rafle du Veldiv est vraiment quelque chose d'unique. Hein. Là aussi, j'insiste, c'est la plus grosse opération qu'on ait organisée en Europe de l'Ouest contre les Juifs. Jamais on a arrêté autant de gens en si peu de temps. Et malgré tout, les 2 tiers des gens qui ont échappé. La rafle du Veldiv, c'était 27 400 personnes qui étaient visées, avec, il faut bien le voir, un René Bousquet et qui avait donné des ordres vraiment. Enfin voilà, il y avait un objectif de chiffre qui était très fort. Il y avait une pression très forte qui était sur le préfet de police et sur son directeur de la police municipale. C'est la police municipale qui fait la rafle, qui fait la grande rafle. 27 400 fiches et on a arrêté 9 000 juifs et juives de plus de 16 ans, plus 4 000 enfants. Tout ce bilan de 13 000. Et c'est justement parce que il y a eu à la fois cet échec qui a été perçu comme tel, 1 tiers des gens seulement qui ont été arrêtés, plus le fait qu'on se retrouve avec 4000 enfants sur les bras, qu'on ne sait pas quoi en faire, qu'à Paris, contrairement à ce qui va se passer à Bordeaux, ce qui va se passer à Nancy. Alors, à Nancy, en plus, il y a eu un sabotage par la police, un sabotage pour faire échouer la rafle. Dijon, Poitiers, la région, je crois que Irène Nemirovski est arrêtée dans la région d'Angoulême, je ne sais plus exactement où. Voilà, partout en province, ça c'est mon collègue Alexandre Doulut qui a travaillé là-dessus et qui a prouvé qu'on n'a pas livré les enfants en province parce que les Allemands, effectivement, ne demandent pas les enfants. Mais à Paris, on va les garder. Pourquoi? Parce qu'il faut compenser l'échec de la rafle, de cette grande rafle. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on va faire de ces 4000 enfants? Donc, on va les laisser avec les parents et ça va être les horreurs que vous connaissez de Pithiviers pour Bonne-la-Rolande. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, d'une part, Vichy avait le choix, qu'il y a des choix politiques qui sont faits et que ces choix ont des conséquences. Alors, c'est ça la réalité contrastée de l'été 42. C'est que d'une part, on a livré à Paris 13 000 juifs, c'est un chiffre absolument astronomique, phénoménal et monstrueux, mais de l'autre côté, dès la première grande opération contre les juifs et les juives, on arrête des femmes et des enfants, les 2 tiers
arrivent à y échapper. Donc voilà, c'est ça, parce qu'il y a eu des voisins, parce qu'il y a eu des policiers qui ont prévenu. Voilà. Et ça caractérise vraiment la mise en œuvre de la solution finale en France, où d'une part, les Allemands ont très peu de moyens pour eux-mêmes faire des opérations. Ils ne peuvent pas compter sur l'association juive obligatoire qui s'appelle l'UGIF, contrairement à d'autres pays. Et il y a un tissu social, un environnement relativement protecteur. C'est tout ça qui explique le fait qu'autant de juifs aient survécu en France et en aucun cas la politique du gouvernement de Vichy qui n'a fait qu'aggraver le sort des juifs. Et pour en avoir la certitude, il suffit de regarder les chiffres. Les chiffres, c'est quoi? C'est lorsque Bousquet met la police française au service des Allemands. On se retrouve avec des dizaines de milliers de juifs qui sont livrés. Entre le 17 juillet 42, c'est vraiment le premier convoi qui part en application des accords entre Bousquet et les Allemands, donc entre le 17 juillet 42 et le 11 novembre 1942, date à laquelle, à la fois, c'est le dernier convoi qui part de l'année, c'est le 43e convoi qui part, et c'est aussi l'occupation totale du territoire, puisque non, pardon, c'est la date de l'invasion, enfin, voilà, c'est concomitant du débarquement allié en Afrique du Nord et de l'occupation totale du territoire. Donc ça, oui, ça se joue à 2 jours près. 2 jours après, les troupes allemandes envahissent la zone libre. Il n'y a plus, Vichy n'a plus de souveraineté, n'a plus d'armée d'armistice, n'a plus d'empire, n'a plus rien. Ben, à cette période-là, 17 juillet 42 et 11 novembre 42, on a déporté de France 36 000 juifs. 36 000 juifs. Après novembre 42, Vichy est pourtant un État fantoche, soumis aux Allemands, avec une police qui va être encore moins efficace qu'avant, parce qu'effectivement, voilà, il y a plus cette logique de collaboration à outrance qui joue. Il va y avoir 32 000 juifs qui vont être déportés. Donc, vous voyez, ce ralentissement et cet effet fulgurant de l'été 1942. Voilà. Oui, d'ailleurs, puisque tu as commencé avec des chiffres, je rapporte des chiffres que je tiens de toi. En fait, sur 75 000 juifs déportés de France, environ 80% l'ont été par des arrestations de gendarmes ou de policiers français. 80%. Et quant pour revenir à un moment antérieur, quant à la différence entre français juifs et puis juifs étrangers dans la déportation, il y a une espèce de progression dans le nombre de juifs français dans l'ensemble des juifs qui sont déportés. En 42, il y en a 10%, tu nous dis. En 43, il y en a 23%. Au début 44, il y en a 47% de juifs français parmi les juifs qui sont déportés. Quelques mois d'occupation de plus, et puis le sort des juifs en France, qu'ils soient étrangers ou français, mêlés, il était réglé. S'il n'y avait pas eu le débarquement aussi de Normandie, s'il n'y avait pas eu la libération de Paris, il y avait un boulevard pour que ça continue. Et à ce moment-là, tous pouvaient disparaître. Il faut rappeler que c'est à l'été 44 que est entrepris la déportation de tous les Juifs de Hongrie, de Transylvanie, et que ça se fait en peu de mois, en centaines de milliers quand même. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses à identifier, à identifier comme étant des explications, puisque s'appuyant sur les chiffres, il dit oui, mais il n'y a eu qu'un quart des Juifs de France qui sont partis en déportation et qui ont été tués par rapport à d'autres régions de l'Europe où évidemment c'est à 90% quand on est en Lituanie, par exemple. Mais si c'est le cas, ce n'est pas parce qu'ils ont été protégés. Oui, et de toute façon, ce qui s'est passé en Hongrie, par exemple, ne pouvait pas se passer en France. Parce que là encore, il faut vraiment prêter attention à quelles étaient les caractéristiques
de ce qu'on n'appelait pas la communauté juive de France, c'est-à-dire des juifs qui vivaient en France. En Hongrie, on voit que la majorité des juifs étaient soumis à l'autorité du rabbin, étaient donc soumis à l'autorité d'institutions qui les encadraient, et qu'il a été assez facile pour Eichmann de manipuler. En France, ce n'était pas possible ça. Donc de toute façon, les nazis se retrouvaient face à une population juive extrêmement éclatée, peu religieuse. Vous aviez peut-être 10% des juifs à Paris qui étaient inscrits sur les listes du consistoire. Ça, pour Dannecker, le chef du service d'affaires juives de la Gestapo, le délégué d'Eichmann, quand il débarque à Paris, qui voit ça, il va au consistoire, on lui dit il n'y a que 7% des juifs. Ils ne sont pas habitués à ça, les nazis, quand ils vont ailleurs en Europe. Donc il y a plein d'éléments qui expliquent pourquoi autant de juifs ont pu survivre en France, et que de toute façon, même si la guerre s'était prolongée, les nazis n'auraient jamais pu obtenir autant de juifs qu'ailleurs. Donc ça, c'est d'autant plus qu'ils n'ont pas mis les moyens policiers pour les arrêter. Je crois qu'on a fait un point. On peut te recommander aux gens, à tous, d'aller lire tes 2 livres sur le sujet pour avoir le complément de tout ce que tu as exhumé et mis sur la table de la réalité de ce qu'était le sort des Juifs en France et du comportement de Vichy. J'aimerais bien, avant qu'on passe avec Ariel Danan peut-être à des questions, j'ai trouvé très éclairant, et je trouve que c'est nécessaire dans ton ouvrage sur la falsification de l'histoire, les procédures, par exemple, les procédures de tronquage ou de manipulation des preuves ou des textes auxquels il se réfère, que tu as identifié chez Zemmour. Par exemple, il y a l'exemple de Poliakov, par exemple, la façon Poliakov, c'est pas rien comme référence. Et j'ai vu passer il y a 2-3 jours encore dans des discussions Internet des gens qui soutenaient, en tout cas qui pensaient on pouvait que si Poliakov l'avait dit, on ne voyait pas pourquoi on chercherait querelle à Zemmour sur le sujet. Oui, c'est un vieux truc, ça, effectivement, une citation tronquée de Poliakov. On prend une citation qui est dans le Bréviaire de la haine, un bouquin publié en 1951 par Léon Poliakov, qui est le premier livre sur le génocide des Juifs. Et dans ce livre, il y a plusieurs chapitres sur Vichy. Et effectivement, dans l'un des chapitres sur la France, il y a un propos dans lequel il dit c'est parce que c'est grâce à l'existence de la zone libre que autant de Juifs ont pu survivre en France. Donc, il sous-entend que c'est grâce à Vichy. Le problème, c'est qu'il dit le contraire avant, et qu'il dit le contraire dans sa conclusion. Et dans sa conclusion, il y a déjà la thèse de Klarsfeld qui est là. C'est qu'il dit qu'au bout du compte, le facteur qui explique pourquoi autant de Juifs ont survécu en France, c'est la population. Ça, c'est vraiment ce qui distingue la France des autres pays. En France, la population a été plutôt protectrice pour les Juifs. Donc, on voit comment, et ça, c'est la méthode typique des falsificateurs, on prend une citation et on en fait une généralité, on la sort de son contexte. Zemmour n'est absolument pas le premier à faire ça sur Poliakov, c'est fait depuis les années 60, l'amiral Offand dans l'histoire élémentaire de Vichy, le fils de René Bousquet, Guy Bousquet, dans un livre sur à la gloire de son père. C'est vraiment un vieux truc. De la même façon, récupérer Raoul Hilberg, récupérer Robert Aron, récupérer des historiens. Il faut toujours que ce soit des historiens juifs. On dit ce sont des historiens juifs. Alors attention, ils ont dit ça. Voilà, donc ce sont des vieux trucs. J'ai même vu circuler sur les réseaux sociaux que je fréquente très très peu pour mon hygiène mentale. Il y a même un truc qui circule, je ne sais pas si tu l'as vu Gérard, c'est qu'on fait dire à Klarsfeld le contraire de ce qu'il dit sur un propos qui est extrait d'une vidéo. On dit, même Serge Klarsfeld dit la même chose que Zemmour. Donc voilà, ça, si vous voulez, c'est assez désarmant. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ce genre c'est vraiment des vieux trucs.
Voilà, et là, on est au cœur de la méthode de Zemmour, qui est toujours de prendre un fait anecdotique ou marginal et de le monter en généralité, ou alors même de lui faire dire le contraire de ce qu'il dit réellement. Et c'est assez vertigineux quand on lit Zemmour de près, qu'on va le décortiquer, de voir cette capacité qu'il a à vraiment soit nier des choses, si ça va contre son interprétation à lui, c'est que ça n'existe pas, voilà, il va gommer, ça n'existe pas, c'est pas évoqué, ou alors à tronquer. Voilà, et quand on va voir directement la source, on se dit ah ben non, déjà c'est pas vrai, il y a ça, ou alors ah ben non, il n'y a pas ça. Donc c'est constamment ça. C'est le dur labeur du travail, de la recherche et de la science et de l'académisme et de l'éducation. On a bien compris que Zemmour, c'est pas Václav Havel et c'est pas Zelensky. Et, j'aimerais vous poser une ou deux questions, Laurent Joly. D'abord, est-ce que vous pourriez nous éclairer finalement sur ce que je pourrais appeler les liens idéologiques entre Zemmour et l'extrême droite française, mais l'extrême droite française d'avant la Seconde Guerre mondiale, celle des années 30 d'une part, et puis d'autre part, dire quelques mots au-delà de la question de la déportation des Juifs, du sort des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, finalement la manière dont Éric Zemmour parle de manière générale de la période 39-45, en revenant peut-être sur un fait tout à fait récent, sa visite controversée au Glières il y a quelques jours. Donc même peut-être une réécriture, disons, de la résistance. Alors, sur la deuxième question, je dois avouer que je n'ai pas suivi, donc je ne peux pas en parler. Moi, contrairement à Zemmour, je parle de sujets que je connais et quand je ne sais pas, je ne parle pas. Donc, je ne suis pas au courant de cette intervention sur le plateau des Glières. Voilà. Alors, sur la première, là, je vais me permettre de renvoyer à mon livre, la falsification d'histoire, où j'ai effectivement consacré un chapitre à essayer de faire la généalogie intellectuelle de Zemmour, qui, pour faire simple et aller au plus vite, pour moi, Zemmour vraiment fusionne deux profils qui se rattachent vraiment à l'extrême droite française. C'est d'une part le polémiste d'extrême droite, contre-révolutionnaire, c'est vraiment la tradition de Charles Maurras, de Léon Daudet, et il en est vraiment l'héritier, c'est-à-dire celui qui, de sa plume vengeresse, critique les idéaux de 89, quoi. C'est vraiment pour faire simple. Critique les principes d'égalité, de fraternité, en disant que ce sont que des nuées, prétend être très réaliste et contre-révolutionnaire, ultranationaliste. Donc voilà, il y a vraiment un profil d'intellectuel français dont il est l'héritier, mais il est aussi l'héritier d'une autre tradition française qui est celle du populisme nationaliste, ce qu'on appelle la tradition césarienne, qui remonte à Napoléon et qui incarne donc l'homme de la nation, qui représente le peuple contre les élites légitimes et qui sont accusées d'être en fait traîtres à la nation. Et lui, il incarne le peuple, il incarne la nation, et tous les autres sont en fait, tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont en fait des traîtres, sont vendus à l'étranger. Donc, il est vraiment sur ces deux traditions-là. Et c'est assez saisissant de voir que pour la première fois, on a une forme de fusion, parce qu'en règle générale, l'intellectuel imprécateur n'est pas un orateur, n'est pas un homme de tribune. Et à l'inverse, l'homme de tribune, Boulanger, Doriot, Poujade, ce ne sont pas des intellectuels, ce ne sont pas des doctrinaires. Zemmour est à la fois un doctrinaire et un démagogue, un populiste. C'est assez fascinant de voir ce mélange, et en même temps assez dangereux, parce que ce n'est pas un populiste qui s'adapterait, qui suivrait le vent. C'est un populiste qui a un programme, qui a une doctrine et qui est très rigide dans ses idées. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de questions, je dois vous dire, parmi les remarques que nous avons reçues pendant la conférence. D'abord, certains nous encouragent à fournir cette conférence à Éric Zemmour. Je ne sais pas si ça l'intéresserait, mais sait-on jamais. Une question de Françoise Lipschitz. Quelle action légale peut-on mener? Ça, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Et on nous demande également des références
des écrits de Zemmour, notamment sur le terme holocauste et ses textes au sujet de Vichy. Est-ce dans le suicide français? Oui. Alors, Laurent ou Gérard, je Oui, vous laisse. sur l'extrait que tu as cité, Gérard, c'est dans le suicide français. C'est dans le suicide français. Voilà, et alors entre le suicide français et dans le suicide français, il parle assez peu de Pétain et des Juifs, il y a 7 pages. En revanche, il en parle davantage dans Destin français. Et dans Destin français, ce qui est assez... il y a une montée en régime. Il va plus loin, c'est-à-dire que dans Suicide français, si vous voulez, c'est la thèse pétainiste classique. C'est la thèse du moindre mal. Voilà, le Vichy a livré des Juifs étrangers pour protéger des Juifs français. C'est vraiment la défense de Pétain, on va dire classique. C'est le pétainisme classique. Dans Dessin français, je trouve qu'il va plus loin parce qu'il y a vraiment une petite musique qui est un peu négationniste. C'est-à-dire qu'il va en gros dire que les Juifs étrangers étaient tellement détestables et détestés que même les Juifs français n'étaient pas hostiles à ce qu'on s'en débarrasse, quoi. Et qu'en fait, le maréchal Pétain n'aurait fait qu'obéir aux vœux secrets des Juifs français. Il va nous inventer une rafle du Veldiv en mai 1940, une première rafle du Veldiv, en disant, ben voilà, en fait, la République, elle a fait la même chose que Vichy, hein, elle n'a pas fait en internant les ressortissantes allemandes, en les envoyant au Veldiv en mai 1940. Ben voilà, c'est une première rafle du Veldiv, une rafle d'ailleurs dont personne ne fait parler. Donc, il y a comme ça une forme de banalisation systématique avec des arguments vraiment assez malsains et qui, moi, me rappelle un petit peu voilà, enfin, ça rappelle les procédés négationnistes. Voilà, alors je vois que quelqu'un cite Zemmour contre l'histoire, qui est un tract Gallimard auquel j'ai participé, où j'ai résumé, on a pris avec des collègues un certain nombre de points, de Clovis jusqu'au procès Papon, et on voit que, voilà, que c'est toujours un peu les mêmes méthodes chez Zemmour, et moi j'ai fait le texte sur Vichy et les Juifs. On nous cite également le destin de la famille Camondo, qui serait, selon la personne qui nous le dit, le contre-exemple le plus flagrant à opposer à Zemmour, finalement. Je ne sais pas quelle est En, l'allusion. en gros, il n'y a pas que des Juifs étrangers qui ont été déportés, Ah bah oui, mais je ça. pense que vous l'avez bien montré, et y compris beaucoup disons, de l'élite israélite de l'époque. Oui, tout à fait. De toute façon, il faut savoir que dès la rafle du Veldiv, on a sacrifié des Juifs français. On a livré plusieurs milliers de Juifs français. C'était des enfants. Ces enfants, ils étaient français à titre définitif. Vichy n'est pas revenu sur leur nationalité. Et donc, voilà, la vérité historique est que Vichy n'a pas mené une politique de moindre mal. Si Vichy avait mené une politique de moindre mal, elle n'aurait pas accepté de livrer des Juifs étrangers dont les enfants étaient français, nés à Paris, scolarisés. Vichy n'aurait pas livré des Juifs anciens combattants. Comme, voilà, on leur dit, ben non, les anciens combattants, le maréchal Pétain, c'est sacré. Si Vichy avait mené une politique de moindre mal, puisque les Allemands réclamaient des Juifs en âge de travailler, Vichy n'aurait pas livré des centaines d'infirmes, comme vont être livrés des infirmes avec des jambes en moins, handicapés en juillet 42. Donc voilà, il y a eu là quelque chose qui est véritablement, j'insiste, indéfendable. Alors la rafle des notables n'est pas une opération française, là pour le coup. C'est une opération, c'est d'ailleurs la seule grande rafle qui va être faite par des Allemands en décembre 1941. Mais effectivement, ces Juifs français étaient fragilisés par la persécution qui relevait aussi du gouvernement de Vichy à Paris. Enfin, il y a des mesures, l'essentiel des mesures étaient allemandes, mais il y avait aussi des mesures françaises. Donc, c'est tout un ensemble qui a contribué à fragiliser les Juifs français, à faire que tant ont pu être arrêtés, déportés. 24 500, enfin c'est énorme, 24 500 Juifs français. Mais voilà, mais moi je rentre pas en fait, et très rarement dans cette question de Juifs français, Juifs étrangers, parce que c'est rentré dans Absolument.
la mauvaise foi de Zemmour, qui est très juste. rentré dans le sophisme de Zemmour. Le problème n'est pas là. Le problème est que il y a eu plus de juifs déportés que si Vichy n'avait pas mené une politique antisémite, c'est tout. Donc voilà, le crime de Vichy, c'est d'avoir voulu se débarrasser des juifs étrangers. C'est ça qui a fait que Vichy s'est rendu complice de la politique nazie. Voilà, c'est sur les juifs étrangers que s'est cristallisée la complicité de Vichy. Alors, dernière question qui vous est posée, et je pense que l'on conclura là-dessus. La réaction des historiens face à Zemmour, évidemment, est-elle récente? Le fait qu'il soit candidat change-t-elle la donne? Bien sûr qu'elle change la donne. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un livre sur Zemmour, je ne l'aurais pas fait s'il n'avait pas été candidat à l'élection présidentielle. Ça fait des années que je travaillais sur Zemmour en particulier, parce que j'ai déjà répondu à Zemmour. L'État contre les Juifs, dont tu parlais, Gérard, la préface est une réponse à Zemmour. Donc, répondre scientifiquement à Zemmour, c'est juste un devoir. Enfin, c'est quelque chose qu'on doit faire quand quelqu'un falsifie de manière si criante, si évidente la vérité historique. Quand on est historien, on doit répondre à Zemmour. Donc, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait répondre à Zemmour. Mais de là à faire un livre, de là à faire des tracts, enfin un tract, cette petite publication de Gallimard, c'est bien évidemment parce que Zemmour prétend être président de la République, prétend représenter l'ensemble des Français et dicter aussi un récit sur l'histoire. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, sur France Inter, interrogé récemment, Zemmour a dit qu'il célébrerait, il a fait un lapsus, il célébrerait la rafle du Veldiv, il la célébrerait normalement, a-t-il dit, et en contredisant les propos du président Jacques Chirac, qui en 1995 avait reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Il disait, mais non, mais la rafle du Veldiv, la France n'a rien à voir, c'est une opération allemande. Bon. Donc, vous voyez bien qu'il y a là un danger, pas simplement, voilà, vous vous rendez compte, quand quelqu'un ose à ce point être dans le déni de la réalité et prétendre inverser la réalité historique, bah oui, je pense qu'il y a là un danger global. S'il ose ça, il osera intervenir sur tous les sujets. C'est quelqu'un qui veut revenir sur l'état de droit, c'est quelqu'un qui veut expulser des centaines de milliers de gens. Enfin voilà, on est là face à un danger et surtout que la légitimité de Zemmour s'appuie sur l'histoire. Voilà, donc c'est inévitable, on était obligé d'intervenir. Les Français n'avaient rien à voir avec ça, alors que c'est justement la rafle du Veldiv est une anomalie, même. Il n'y a pas un Allemand qui est là, même Dannecker n'est pas là. Donc ça doit quand même, ce sont des gardiens de la paix qui arrêtent les Juifs. Voilà, c'est bien là quelque chose de très profond qui s'est joué. Merci beaucoup, Laurent. Merci de ton travail et merci de tout ce qui est précieux pour pouvoir un peu établir la vérité des faits, la vérité de sens sur les choses. Merci d'ailleurs de l'art que tu as de le dire et de l'écrire. C'est non seulement très riche en informations, telles qu'il t'appartient de le faire, c'est ta déontologie d'historien, mais en même temps, c'est agréable à lire et plaisant à lire et clair à lire. Donc, je ne peux que recommander la lecture de tes ouvrages et de suivre ton travail. Et pour moi, pour m'adresser un peu aux gens qui ont bien voulu s'intéresser à ce soir, je voudrais leur rappeler juste ce Deutéronome 25-17 qui a une valeur de repère quand même pour nous. Souviens-toi de ce que tu as fait, Amalek, lors de votre voyage au sortir d'Égypte. Bonne soirée.